Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse de Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre et sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Et maintenant, je vais laisser la parole à nos participants pour parler de la prophétie des sœurs serpents et la notion d'universalité en littérature. Bonjour, Bonjour. j'ai le plaisir, de parler aujourd'hui aux côtés de Jeanne, Beauchamp qui travaille à la librairie Combo à Roubaix, Canel Valton qui est relectrice, sensible, pour différents éditeurs. Pour nous, elle a travaillé sur, Les Messagères de Christophe Lambert et The Black Kids, de Christina Hemmons-Reid. Elle est également autrice puisque pour ce même ouvrage, The Black Kids, elle a rédigé les notes de bas de page et le dossier historique de fin d'ouvrage. Et enfin, Isis Labo-Caberia, autrice, du très beau Prophétie des sœurs serpents, qui est, un récit fantastique, historique, écoféministe, qui se déroule au cœur de la Martinique et qui met en scène, une très belle histoire de sororité à cheval entre le 21e siècle et le 17e siècle. Et je laisse la parole à Jeanne qui va poser les questions du webinaire. Bonjour. Alors moi, je voulais d'abord savoir quelle est la jeunesse derrière la création de ce roman, en fait. J'ai cru comprendre qu'il avait une petite histoire assez sympa. Peut-être, est-ce que Canel, tu veux Canel est en fait à l'origine, de de notre contact aux éditions Slalom, dont je suis éditrice, pardon, je ne me suis pas présentée, est à l'origine de notre contact, avec Isis, donc peut-être que je te laisse la parole à ce sujet. OK, bonjour, à tous et à toutes. Merci de m'accueillir pour pour une seconde fois, heu, pour un panel. Effectivement, la genèse de la prophétie des sœurs serpents est intimement liée à, ma collaboration en fait avec, Slalom et singulièrement à ma, collaboration avec Marion. À la suite de notre, travail, autour de The Black Kids, donc une collaboration, qui a d'abord, enfin qui a débuté en fait, pour la rédaction d'un supplément pédagogique et qui a abouti à une relecture sensible, une relecture, spécialisée sur les questions afro-américaines, sur la culture populaire afro-américaine. Dans nos échanges, il a bien fallu arriver à la conclusion suivante. En réalité, pour faire l'économie d'une, relectrice, sensible, il faut avoir un pool, d'auteurs et d'autrices, qui reflètent, en fait, toute la diversité, toute la complexité de la société française et je crois un peu naturellement, heu Slalom s'est dit: «Ben, en réalité, c'est là qu'il faut aller, chercher des solutions, dans le «recrutement» entre guillemets de talents, d'autres horizons et donc la demande qui m'a été formulée, ça a été de, créer un fichier, de repérer en fait des auteurs et des autrices potentiels, heu et ou même d'ailleurs pas forcément des gens qui auraient déjà publié, mais des gens qui auraient une voix singulière, et suffisamment intéressante pour qu'une collaboration avec, les éditrices et les éditeurs de Slalom, puisse, donner le jour à la publication d'un ouvrage et donc dans mes recherches j'ai choisi effectivement de me focaliser dans mes recherches sur des talents, caribéens francophones, principalement et la figure d'Isis, a émergé très rapidement. M'a été, recommandée par, d'autres, femmes qui s'intéressent à la culture caribéenne et à ce qu'elle produit et donc
oui, une fois que j'ai consulté les réseaux sociaux d'Isis et que j'ai écouté un épisode du podcast, c'était une évidence. Donc elle faisait partie effectivement des talents repérés. Et du coup, Isis, vous êtes aussi l'autrice du podcast La Griotte Vagabonde, où vous parlez avec passion de l'histoire africaine et caribéenne. Ce roman, du coup, vous l'aviez déjà dans un tiroir ou c'est la sollicitation de Canel et de Slalom qui vous a donné, je ne sais pas moi, l'inspiration pour votre roman? Alors, donc, bonjour tout le monde. Donc en réalité, enfin, comment dire, le roman, il s'est vraiment cristallisé, l'idée du roman s'est vraiment cristallisée à la suite de la sollicitation de Slalom, qui donc m'a approché en me disant, voilà, on a eu votre profil par le biais de Canel Valton, et on a découvert votre podcast et on est vraiment séduit par cette approche que vous avez de la vulgarisation historique, cette façon que vous avez de diffuser l'histoire de l'Afrique, de ses diasporas, de la Caraïbe, sous un angle qu'on n'a pas l'habitude d'entendre finalement dans les livres d'histoire, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans l'enseignement d'histoire scolaire. Une autre histoire, une histoire qui soit incarnée, qui soit notamment du point de vue des femmes, etc. Donc Salom était séduit par cette approche-là et m'a demandé si j'étais intéressée par le fait de faire un roman à destination d'un public young adulte qui reprenne un peu ce parti pris-là. Maintenant, c'est vrai que le roman, il couvait déjà en moi depuis très longtemps, parce que du coup, moi, j'ai un background en fait en sciences sociales et en histoire, donc de Sciences Po Paris et de l'EHESS. Et je mène des recherches en histoire et en sciences sociales sur les sociétés caribéennes et afro-diasporiques de façon indépendante. Donc le podcast, c'est mon canal principal pour diffuser cette recherche-là au grand public. Donc, on va dire que les thématiques qui sont abordées dans le roman et dont Marion a parlé au départ, l'histoire de la Caraïbe, du point de vue des personnes africaines esclavagisées, du point de vue des autochtones amérindiens, des Antilles, du point de vue des petites gens, etc. C'était déjà voilà, l'idée était déjà là en germe. Maintenant, c'est vraiment la demande de Slalom qui a cristallisé ça, et je pense que c'est important de le souligner dans la mesure où c'est important de mettre en avant cet engagement volontariste de la part de la maison d'édition qui n'a pas attendu simplement de recevoir des manuscrits, qui est allé vraiment chercher, solliciter des auteurs. Parce que je pense qu'en tant qu'auteur français issu de la Caraïbe ou de l'Afrique, ou enfin, en tout cas de groupes minoritaires, on n'est pas forcément habitué à se voir représenté parmi les auteurs qui sont médiatisés. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, même s'il y a beaucoup de talent, il y a vraiment un vivier de talent qui est énorme, et il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire, hein. On voit souvent que les maisons d'édition essaient de surfer un peu sur cette vague de la représentation, de la diversité, parce qu'elles voient qu'il y a une demande sociale qui est forte, mais elles vont avoir tendance à aller chercher des auteurs afro-états-uniens pour parler des questions de race, pour parler des questions de racisme, d'identité, etc. Elles vont chercher des auteurs afro-états-uniens et puis elles les traduisent en français, comme s'il n'y avait pas finalement des auteurs français qui réfléchissent sur ces questions, qui ont des choses à dire sur ces questions dans un contexte français. Donc c'est vrai qu'on a vraiment tout ce vivier de talent, mais comme on n'est pas habitué à se voir représenté parmi les auteurs qui sont médiatisés, on peut avoir tendance à s'auto-censurer. Il y a des barrières structurelles qui sont très fortes en fait pour qu'il y ait une vraie accession de ces auteurs-là, de ces voix minoritaires au monde de l'édition traditionnelle. Donc pour moi, la démarche de Slalom était vraiment intéressante en ce sens-là. Et je rebondis sur ce que vous dites justement. On entend beaucoup l'argument parfois que le besoin, enfin la volonté de représentation, ça nuit à un discours universel. Et du coup, attendez, j'ai ma question juste là. Est-ce que la représentation de tous et toutes, de la diversité, entre guillemets, est-ce qu'elle est un obstacle à cette universalité en littérature? Mel, tu veux Qui veut y commencer aller?
J'ai beaucoup de choses à dire, Oui, mais je oui. te laisse commencer. Moi, je peux. Alors, d'accord. d'accord, mais je propose de commencer par cette expérience de relecture sensible. D'abord, je veux dire que cette aventure a commencé de façon fortuite, puisque c'était pas la commande initiale de Marion et de ses collaboratrices. Moi, j'étais censée venir avec un contenu purement pédagogique. Et c'est mon intuition et mon expérience aussi un peu des traductions qui m'a poussée à vouloir aller un peu regarder le texte original. Et à la lecture du texte original, j'ai détecté qu'on aurait probablement des petites modifications à faire si les traductrices n'étaient pas issues de diaspora africaine. Parce que je sais, pour l'avoir étudié et pour être aussi située dans mon sujet, à titre personnel, que être originaire de cette diaspora, c'est plus qu'une question purement cosmétique. Ça a aussi une dimension culturelle et au-delà des frontières, ce qui est parfois difficile à comprendre pour les Français. On n'est pas juste des Français qui se trouvent, ont la peau noire, on est aussi dépositaire de pratiques, de conception du monde, de rapport à la religion, d'un humour même, de façon d'être en lien les uns avec les autres, qui sont issus d'une histoire longue qui a commencé sur le continent africain et qui donc ont un impact. Et ça se trouve dans la langue, ça se trouve dans les proverbes, ça se trouve aussi mais en termes très contemporains, dans tout un tas de références culturelles partagées. Parce qu'il se trouve que souvent, on regarde au même endroit au même moment. Et les réseaux sociaux, d'ailleurs, font émerger ça de façon très amusante. Il y a l'idée de, mais comment c'est possible qu'on ait tous la même maman alors qu'on est sur 3 continents différents, ou 4 même parfois. Donc, je savais qu'il y aurait sûrement des choses comme ça, très situées dans nos pratiques culturelles, qui échapperaient probablement à un traducteur français qui n'aurait pas été immergé dans ces cultures pendant très longtemps. Et effectivement, ce que j'ai trouvé, c'est ça. Donc, pour aller vite sur la question de l'universalité, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans la définition du terme. Universel, ça veut dire que, en tant qu'être humain, je peux décrire des expériences qui vont parler à tous les autres êtres humains. Ça ne veut pas forcément dire que la voix de n'importe quel être humain peut se substituer à celle de n'importe quel être humain, ni dans l'exercice de la création, ni dans celui de la traduction. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en tant que maison d'édition, je n'ai pas à me justifier de publier un texte qui est situé dans une communauté afro-américaine dans les années 90. Il n'est pas nécessaire, je pense, d'utiliser le terme universel dans la promo, ce que Slalom fait régulièrement pour des textes qui sont soit situés dans une culture afro, soit un texte féministe, soit un texte qui concernerait, je ne sais pas, la communauté LGBT. Je pense que ce n'est pas la peine de se justifier. Forcément, un texte qui est écrit par un humain s'adresse à toute l'humanité. En revanche, il serait naïf d'imaginer que je peux confier l'écriture d'un texte original ou la traduction à quelqu'un qui serait issu d'une culture complètement différente et qu'il n'y aura pas d'écart entre cette voix et la réalité. Et moi, c'est le constat que je fais à chaque fois dans mes exercices de relecture, qu'il s'agisse de relecture de création originale ou de traduction. La réalité, c'est que nous sommes, nos visions du monde sont forgées aussi par des réalités sociales et politiques dont il est très, très, très difficile de s'extraire et que si on est minoritaire, on n'a pas accès si on est majoritaire, on n'a pas accès au monde minoritaire. Les mondes minoritaires, par définition, sont cachés par la force des choses, souvent, et aussi parfois en réaction aux discriminations subies. Et donc, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas accès à l'ensemble de la culture, des codes, de toute la vie secrète de ces groupes. Mais ça peut être aussi, ces groupes-là, parfois, c'est juste les ados, par exemple. En tant qu'adulte, je n'ai pas accès à toutes les blagues, à tous les codes linguistiques, à tous les tics langagiers, tout ça. Donc, il faut accepter, en fait, qu'on ne peut pas porter le monde entier en soi et que donc, parfois, on a besoin d'un regard situé pour être au plus près, soit de l'expérience du groupe qu'on veut incarner dans son ouvrage, soit du texte original tel qu'il a été créé par l'auteur ou l'autrice.
Isis, tu veux continuer? Oui, oui. Oui, tout à fait. Et, comme l'a très bien dit Canel, en fait, quand on parle de l'importance d'avoir des auteurs concernés qui écrivent, quand on écrit des récits des protagonistes qui appartiennent à des identités des groupes minorisés, et on parle de l'importance donc que ces récits, ces protagonistes émanent d'auteurs qui appartiennent eux-mêmes à ces groupes minorisés, qui sont donc des auteurs concernés. En fait, l'idée, c'est pas de dire chacun dans sa case et voilà, parce que je suis une femme, je ne peux pas écrire un personnage masculin, ou parce que je suis une personne blanche, je ne peux pas écrire un personnage asiatique. Enfin, l'idée n'est pas de faire une dictature qui viendrait entraver la liberté créatrice, mais je pense qu'il y a quand même deux choses qui sont importantes à prendre en compte. La première, c'est que, comme le disait Canel, hein, euh, le fait d'être noir, par exemple, ce n'est pas une question d'essence biologique, hein. On parle de race au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que être noir, c'est avoir une expérience qui est commune avec toutes les autres personnes qui sont perçues par la société comme étant noires. Et c'est cette expérience commune, j'insiste vraiment sur ce terme d'expérience, qui va venir apporter un degré supplémentaire de nuance et de complexité et d'authenticité au récit. Finalement, quand on va vouloir parler de problématiques d'expériences, de perspectives afrodescendantes. Donc, ne serait-ce que pour la qualité, finalement, des récits, c'est toujours plus intéressant. Je ne dis pas que c'est forcément une obligation, mais c'est un fait, c'est un constat que c'est toujours plus intéressant d'avoir des auteurs qui savent de quoi ils parlent, parce qu'en plus de leur recherche, ils vont avoir cet ancrage, cet enracinement dans une expérience vécue. Et la deuxième chose qui, à mon sens, est importante à souligner, et qu'on peut répondre à cet argument-là, hein, c'est le fait qu'il y a une question de discrimination aussi. Il y a une question, j'en parlais tout à l'heure, le fait qu'il y a des barrières structurelles qui empêchent les auteurs racisés en France aujourd'hui d'accéder au monde de l'édition traditionnelle. Ça, c'est une question finalement d'égalité, en fait, d'égalité réelle. Donc moi, quand je vois par exemple un auteur, non concerné, disons par exemple un auteur blanc qui va écrire un récit sur des personnages africains ou asiatiques, ou un auteur, j'en sais rien, un auteur hétéro, qui va écrire un récit avec des personnages queer, etc. Enfin, c'est vrai qu'on a eu plusieurs polémiques, plusieurs épisodes récemment, hein, que ce soit en France ou outre-Atlantique, de backlash, de polémiques face à des ouvrages comme ça. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu violent, hein, pour l'auteur, justement, qui se dit je suis juste un auteur qui exerce ma liberté créative. Mais ça, je pense que c'est malheureusement un peu naïf, et qu'il faut replacer tout ça dans un contexte politique où il y a des rapports de force, comme le disait Canel. Et la question, finalement, c'est pas d'interdire à un blanc d'écrire des personnages racisés, ou d'interdire à un hétéro d'écrire des personnages queer, etc. La question, c'est plutôt de se demander, plutôt que de s'attaquer à ces auteurs, il faut plutôt interroger le contexte, en fait, qui permet ça, et se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a aussi peu, finalement, d'auteurs qui soient racisés, qui soient queer, ouvertement, etc. Quelles sont ces barrières structurelles dont, du coup, ces auteurs-là majoritaires bénéficient, et qui, à l'inverse, entravent l'expression d'autres auteurs qui ont d'autres types de récits à partager. Donc, pour moi, il y a une question qui est très sociologique, en fait, et très politique, d'égalité réelle, d'accès de tous les auteurs au monde de l'édition traditionnelle, et d'égalité réelle dans la production, en fait, d'œuvres, de récits qui soient vraiment, finalement, ouvertes et accessibles à tous. Je pense que c'est ça la question centrale. Et pour finir sur cette question d'universalité, je pense que c'est un terme, hein, c'est un terme très galvaudé dans le débat public français, qui est souvent un peu jeté comme un argument d'autorité, et qui est finalement très peu interrogé. En fait, on l'emploie un peu comme ça, tout azimut, comme si c'était un terme complètement neutre, comme si ce n'était pas en fait un terme qui porte en lui des tensions politiques, qui s'inscrit dans une histoire française politique qui est très particulière. C'est un terme qui est issu des Lumières, ensuite qui a été
qui a pris une autre envergure pendant la Révolution française, pendant le jacobinisme, ensuite avec la pensée libérale au XIXe siècle. Et en fait, on se rend compte que tout ça, le contexte dans lequel ce terme d'universalisme, il est apparu, il a été façonné en France, en Europe, c'était chronologiquement en même temps que l'Europe se lançait dans l'entreprise coloniale, que l'Europe conceptualisait le concept de race et les hiérarchies raciales. Donc on voit que c'est un concept qui, dès son origine, porte en lui des contradictions et des tensions. Et c'est Aimé Césaire, là pour le coup, je vais citer Césaire parce que je pense on a beaucoup d'auteurs en fait caribéens qui ont produit une réflexion très profonde sur cette notion d'universalité et qui l'ont critiquée. Mais on se rend compte que même si en théorie c'est un bel idéal et c'est un noble idéal, mais en pratique, tant qu'on a cette impensée coloniale, ce refus de voir en face ces hiérarchies raciales qui ont façonné l'histoire de l'Europe et qui continuent au présent de la façonner, en fait, l'universalité, ça reste un vœu pieux qui n'a aucune application concrète, qui est complètement inopérant et qui, en fait, se révèle en pratique être une neutralité fictive qui est juste le cache-sexe d'une hégémonie européano-centrée qui ne dit pas son nom. Donc, en voulant nier toutes les différences et les niveler, finalement, on se contente simplement de perpétuer la domination d'un même groupe qui est toujours le même. Et c'est pas uniquement, j'ai parlé d'européanocentrisme, mais ça concerne aussi les questions de genre, puisque cet individu qui est considéré comme universel, comme l'étalon standard de l'expérience humaine, en général, c'est un individu européen, blanc, mais c'est aussi un individu masculin, hétéro, cis-hétéro, etc. Donc, neurotypique, puisque maintenant, on a aussi la question de l'autisme, des neurodivergences qui commencent aussi à faire son entrée. Donc voilà, je pense que l'idée, c'est pas de rejeter l'universalisme. Au contraire, c'est plutôt de faire passer l'universalisme d'un vœu pieux théorique à une réalité concrète. Et ce vrai universalisme, finalement, on se rend compte que on le réalise quand on n'a plus peur des différences et qu'au contraire, on embrasse toutes les singularités de l'humanité. On embrasse l'humanité dans tous ses détails. Finalement, c'est en s'ancrant vraiment dans des récits qui vont être vraiment enracinés dans leur singularité qu'on peut toucher à ce qui fait l'invariant de l'expérience humaine. Moi, je suis caribéenne. Quand je lis Dostoïevski, il n'avait pas honte de mettre en avant son identité russe, sa culture russe. C'est un récit russe, des personnages russes, des questions russes dans la Russie du 19e. Et moi, je suis caribéenne, française caribéenne du 21e siècle. Et quand je lis Dostoïevski, ça me touche. Ça me parle parce qu'il y a des choses qui parlent justement à ce qui est intemporel dans l'âme humaine, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être capable, en France, de comprendre ça et de vraiment pratiquer cette universalité qu'on prêche en permettant à tout un chacun de parler depuis son lieu situé du monde, mais de parler au monde. Ça, c'est des termes de glissant. Je parle... j'agis depuis mon lieu et je parle au monde, en fait. Et je pense que c'est vraiment fondamental qu'on passe à cette nouvelle étape en France. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites. En France, il y a un peu cette hypocrisie, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, sur des succès comme des titres comme The Hate You Give, qui parlent du mouvement Black Lives Matter, etc., qui sont encensés par la critique, dont on parle encore maintenant, qui sont prescrits à l'école, etc. Mais dès qu'on parle de rapprocher ça de chez nous, des problèmes systémiques qu'il y a en France, etc., on dit oui, mais non, là, c'est un problème qui concerne les Afro-Américains, les Afro-descendants qui vivent de l'autre côté de l'océan, alors que nous aussi, on a des Afro-descendants qui vivent de l'autre côté de l'océan et dont on est concernés, qui font partie de notre société. Je trouve qu'il y a une petite hypocrisie, une énorme hypocrisie là-dessus. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque l'accès à des personnes concernées comme vous à l'édition? Comme vous dites, il y a un vivier de talents, il y a plein de gens qui ont plein d'histoires formidables à raconter. Pourquoi en France on bloque là-dessus alors que dans les pays anglophones, ça semble beaucoup plus facile? Est-ce que vous avez une piste? Alors, je vais pas tout à fait répondre à cette question-là, mais je voudrais parler du malaise, en fait, que le travail que je fais crée.
Et ça, c'est peut-être un début de réponse. Il serait vraiment naïf de croire que je suis parfaitement sereine quand je fais mes interventions. Et il serait naïf de croire aussi que les collaborateurs et collaboratrices qui sont face à moi dans cette conversation sont parfaitement sereins quand je leur dis, alors, le texte est un peu problématique, il est porteur de préjugés racistes, il faut bien le dire, et donc il va falloir faire des travaux dans ce texte. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était très désagréable de se voir accusé de porter dans sa pratique professionnelle les traces, l'héritage de l'histoire coloniale de ce pays. Donc, il faut bien comprendre qu'on s'attaque à un gros tabou, en fait, de la société française et que même quand, parce que jusqu'à présent, j'ai pas fait de candidature hein, au poste de relectrice spécialisée, on m'a fait confiance et on est venu me chercher à chaque fois. Donc, cette démarche témoigne d'une prise de conscience, à minima, et de la volonté aussi, à minima, d'intervenir sur les textes pour qu'ils soient défaits de toute cette charge. Il n'empêche que devoir indiquer à un auteur que son personnage autochtone est un poil caricatural, c'est toujours un moment désagréable et difficile. Devoir dire à des traductrices qui ont une longue expérience et qui sont qualifiées que leur traduction est porteuse de préjugés envers, par exemple, les jeunes hommes noirs, ce qui a déjà été le cas dans 2 textes, que de traduire Black Children par les gamins, ça peut être interrogé. Tout ça, en fait, c'est un travail qui est difficile, qui est pesant et qui rencontre des résistances. Voilà, donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et moi, dans la façon dont je communique avec les auteurs et les traducteurs, je dois toujours prendre en compte, c'est ce que Maboula Soumaoro appelle la charge raciale, je dois toujours prendre en compte ces résistances potentielles. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je m'abrite toujours derrière des références sociologiques, scientifiques. C'est pas Canel Valton qui parle, c'est la sociologie, pour ne pas justement que ça devienne une confrontation de 2 subjectivités. Non. Il se trouve que, historiquement, les personnages autochtones ont été dépeints de telle et telle façon, et ce texte est tout à fait dans cette pratique. Est-ce qu'on va laisser ça comme ça, ou est-ce qu'on est prêt à réfléchir et à modifier les choses? Donc, ce sont des questions difficiles, c'est certain. Moi, j'essaie dans ma pratique donc de venir avec des arguments purement scientifiques, justement pour désamorcer les conflits. Et je ne fais que proposer des pistes de réflexion qui sont soit suivies, soit pas suivies. Mais le malaise qu'il y a dans la façon dont on va me désigner, comment on va m'identifier, est-ce qu'on va vraiment m'appeler relectrice sensible, et est-ce qu'on va donc du coup déclencher un débat autour de la légitimité de ce métier? Comment on va me remercier? Combien ce travail va être rémunéré? Qu'est-ce que ça représente vraiment comme travail, comme charge de travail? Tout ça, en fait, à chaque étape de la collaboration, la question du degré d'acceptation de cette réflexion autour de la race et du racisme est au centre. Et chaque étape est une négociation dans laquelle je perçois très, très facilement les réticences potentielles, les craintes et les tensions que ça peut générer. Isis, tu voulais poursuivre? Oui. Moi, je voulais du coup répondre à la comparaison avec les États-Unis et comment dire, ce réflexe qu'on a en France d'aller tout de suite chercher du côté états-unien dès qu'il s'agit de parler de minorités, de race, d'histoire, d'esclavage, etc. Pour vous donner un exemple assez concret de ça, quand on parle d'esclavage, moi, j'ai étudié à Sciences Po Paris, je suis rentrée à Sciences Po Paris en 2009. J'ai fait mon bachelor, donc premier cycle et master là-bas. Et je me rappelle en première année à Sciences Po Paris, le cours d'histoire, histoire contemporaine, donc on passait en revue les grands mouvements du 19e siècle et du 20e siècle. Il y avait tout un panel qui était consacré à la question de l'esclavage.
Et bizarrement, c'est le moment de tout le programme du cours où on a quitté l'Europe, alors qu'on parlait d'Europe en long et en large, les empires, la dislocation des empires, etc., la révolution industrielle, l'avènement des démocraties, des nationalismes. Ben là, hop, tout d'un coup, quand il s'agit de parler d'esclavage, on quitte l'Europe et puis on va aux États-Unis et là, on parle de la guerre de sécession, Abraham Lincoln, la reconstruction, etc. Et on en parle bien. Je veux dire, quand on parlait d'esclavage aux États-Unis, c'était avec un degré de profondeur, on étudie le sujet vraiment à fond. Et je me rappelle avoir fait un peu ma trouble faite en levant ma main en amphi et en disant, mais excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller aux États-Unis pour étudier cette question de l'esclavage et de ses impacts sur la construction des sociétés modernes, comme si les sociétés européennes, à commencer par le Royaume-Uni et la France, j'ai envie de dire à commencer par la France, puisque la France est le troisième plus gros trafiquant d'esclaves. Pendant la période de l'esclavage colonial, la France est classée au troisième rang des puissances européennes qui ont trafiqué le plus d'esclaves. On est à 1 300 000 à peu près Africains qui ont été déportés sous pavillon français pendant toute la période esclavagiste. D'accord ? Donc derrière le Portugal, le Brésil et le Royaume-Uni. Donc pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'aller aux États-Unis pour étudier cette question, comme si la France n'avait pas pratiqué l'esclavage à grande échelle, de façon massive, et comme si l'esclavage colonial racial n'avait pas produit des effets sur la société française. En fait, on a toujours ce réflexe d'altériser ces questions. On est à l'aise pour en parler aux États-Unis. D'ailleurs, on a ce réflexe aussi en France. Quand on parle de noirs, beaucoup de personnes vont avoir tendance à dire les blacks. Black, une personne black. Donc, même cet emploi du terme en anglais, c'est encore une façon de signifier l'altérité, que ce sont des problématiques exogènes, des problématiques étrangères, mais en aucun cas des problématiques françaises. Donc, on a vraiment en fait cette impensée coloniale, finalement, en France. Qui fait qu'on a du mal à voir l'impact profond que cette histoire coloniale elle a eu sur la construction de la société française et qu'elle continue d'avoir au présent, puisque j'ai envie de dire que des personnes comme Canel ou moi, par exemple, soient aujourd'hui dans ce panel en train de parler en français, que nous soyons françaises, c'est le résultat de l'histoire coloniale française. Donc, je pense que d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu un peu corriger avec La prophétie des Sieurs Serpents, puisque c'est un roman qui parle d'esclavage, mais pas que. D'ailleurs, qui parle d'esclavage sous un angle qui est différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de voir, je pense, dans beaucoup de productions artistiques françaises, puisque on a tendance, à l'heure actuelle, à parler d'esclavage d'une façon qui est assez dans une exhibition en fait des sévices, de la douleur, donc c'est très misérabiliste. C'est un petit peu comme si la société française est un peu dans ce réveil récent qui est positif, où il y a cette prise de conscience du fait que mais mince, l'histoire de l'esclavage, l'histoire coloniale, etc. C'est pas que chez les autres, c'est chez nous aussi. Donc il y a un peu ce réveil à l'heure actuelle, mais du coup ça se fait de façon un peu maladroite et on va avoir tendance à vraiment mettre l'accent sur des récits très victimisants, sans aucune nuance, et où les personnes esclavagisées sont présentées comme de pures victimes passives. Donc, on met beaucoup l'accent en fait sur l'oppression. Il y a un terme américain qui parle de ça, qui est le trauma porn. Je pense que c'est très explicite. Et donc, moi, à l'inverse, et en m'appuyant sur mes recherches historiographiques, j'ai au contraire voulu faire un récit qui parle de l'esclavage, mais d'une façon qui soit fine, sans ressasser ad nauseam l'oppression qu'en fait on connaît déjà, mais plutôt en mettant l'accent sur la résistance des personnes esclavagisées, sur leur agency, leur agentivité, et en particulier celle des femmes, puisque c'est un point de vue qu'on n'entend pas souvent, qu'on ne voit pas souvent quand on parle d'histoire, d'histoire en général et d'histoire coloniale en particulier. Donc j'ai vraiment voulu montrer ce point de vue des femmes africaines esclavagisées, des femmes afro-caribéennes, des femmes autochtones amérindiennes, etc. D'une manière qui rende vraiment justice et hommage à leur dignité et à leur combat, à leur lutte. Donc, oui, je voulais déjà revenir sur ce point-là. Et puis, pour finir sur ça, le fait d'avoir du coup ce récit qui parle d'esclavage, mais qui se passe dans la Caraïbe française, qui se passe en Martinique, qui en plus lie
cette histoire de l'esclavage qu'on a tendance en France à un peu classer aux oubliettes, hein, en disant de toute façon c'est du passé, stop à la repentance, etc. Donc c'est des arguments qu'on entend beaucoup hein, sur les plateaux télé, etc. Et la prophétie des sœurs serpents, je pense que ce que ce roman a d'intéressant et d'original, c'est qu'il fait le lien entre cette histoire et le présent, puisque c'est aussi, Marion l'expliquait, c'est un roman qui est à cheval entre 17e et 21e siècle, avec les deux époques en miroir, et en fait on voit vraiment comment ce passé, il n'est pas vraiment passé. Il continue à peser sur le présent. Donc, c'est aussi un roman contemporain. Et le fait que ça se passe en Martinique, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller vraiment confronter de manière très directe les clichés que peuvent avoir beaucoup de Français quand ils entendent parler de la Martinique, des Antilles. C'est tout de suite l'image de la carte postale, c'est les vacances, le tourisme, les plages, etc. Et là, ben non, on parle d'histoire coloniale, on parle de résistance, on parle du scandale du chlordécone, on parle d'enjeux qui sont politiques. Donc voilà, et puis je voulais juste finir par rapport à cette question de l'universalité. Sur un argument qu'on entend souvent qui s'oppose hein, donc à cet effort de diversification des récits des auteurs, c'est l'idée selon laquelle ces récits issus d'auteurs non européens qui parlent d'histoire non européenne, ils ne seraient pas universels parce qu'en fait, ils seraient trop ciblés. Ce seraient des récits de niche qui, du coup, n'intéresseraient que les personnes, elles aussi, concernées. Et donc, là, on tombe un peu dans un argument soi-disant pratico-pratique, pragmatique. Hein. Ce sont des récits qui ne sont pas vendeurs, en gros. C'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont frileuses, en fait, hein, même si elles voient qu'il y a cette demande sociale qui grossit clairement en France en ce moment, mais il y a toujours ce réflexe un petit peu frileux de se dire « Ah, c'est des récits de niche, commercialement, c'est pas bankable, en fait ». J'ai envie de dire l'actualité des dernières années, en fait, elle prouve le contraire, que ce soit dans la littérature, au cinéma. Enfin, j'ai envie de dire Black Panther, c'est un énorme succès à l'heure actuelle, hein, des Marvel. En France, on a bien sûr Laurent Safou, comme 1 million de papillons noirs, qui est sorti en 2018, et c'est un succès du jamais vu, avec plusieurs rééditions, etc. Et puis au-delà de la question en fait pragmatique, commerciale, j'ai envie de demander aux personnes qui disent ça, mais finalement, pourquoi est-ce que vous considérez, si par exemple vous êtes des personnes blanches, pourquoi est-ce que vous considérez que un récit qui se passe en Martinique ou j'en sais rien au Kenya ou en Birmanie ou que sais-je, est écrit par un auteur concerné, pourquoi est-ce que vous considérez que vous ne pourriez pas vous identifier alors qu'à l'inverse, les personnes racisées, elles, depuis leur plus tendre enfance, elles passent leur temps à faire cet effort de décentrement, puisque quand elles ouvrent un livre, en général, elles ne se voient pas représentées. Donc, elles sont tout le temps obligées de faire cet effort de décentrement pour pouvoir s'identifier dans les histoires européennes, dans les histoires occidentales. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un Européen ou un Occidental ne pourrait pas, à son tour, faire cet effort de décentrement qui, au final, ne ferait qu'enrichir en fait, sa propre humanité et sa propre universalité? Moi, j'aimerais juste pour finir, il nous reste 2 minutes et demie. J'aimerais juste pour finir, puisqu'on est entre amateurs de littérature, parler de ce que ça fait au texte quand l'équipe de collaborateurs et de collaboratrices n'est pas diverse, puisqu'il faut bien utiliser ce terme. Moi, ce que je constate dans mes relectures, c'est que les textes qui sont livrés souffrent, et que ce soit des traductions ou des textes originaux en français, ils souffrent de plein de choses. De traductions approximatives, parce qu'on n'a pas les codes culturels qui permettent d'identifier avec précision ce qui se passe dans le texte. De plus dangereux encore, de description caricaturale des personnages, d'ajout parfois au texte original, et ça c'est le plus fascinant je trouve. Hein. Je me rappelle d'un extrait où on a ajouté un vêtement qui n'existe pas dans le texte original. Donc un jeune garçon est devenu un jeune homme qui porte un baggy. Donc on est dans des représentations tellement caricaturales que ça apparaît dans le texte sans justification dans le texte original. On est dans des descriptions d'enfants qui brusquement deviennent des adultes menaçants. On est dans des descriptions qui sont soudain chargées de connotations négatives alors qu'au départ elles étaient neutres. C'est ça la réalité de ce que je trouve dans les textes. Et ça, si on est un amateur de lettres, on devrait le refuser.
Et tant qu'on n'a pas réfléchi en France à l'impact de cette histoire et de ce qu'elle porte en termes de représentation, on ne peut pas faire ce boulot correctement. Je suis confrontée aussi à des histoires qui sont improbables. On ne peut pas faire apparaître dans les années 20 aux États-Unis, dans le Sud, un couple mixte sans justifier de son existence et des difficultés qu'il va rencontrer. On peut les marqueurs du racisme ne sont pas les mêmes selon qu'on soit en France ou aux États-Unis. Et je ne peux pas parler d'une représentation type Banania aux États-Unis dans les années 20, ça ne marche pas. Donc, il faut que j'ai une connaissance précise de comment le racisme fonctionne pour en parler. Et donc, je pense aussi que tout ça, toute cette réflexion, elle est au service de beaux livres. Et pas dans une démarche de censure et de restriction, dans une démarche de, une fois que je suis intervenue pour alerter sur une construction de personnage un peu caricatural, je donne une opportunité à l'auteur ou à l'autrice de donner plus de richesse, une dimension plus intéressante à son personnage. Je ne suis pas en train de lui retirer le droit à la création. Je suis en train de lui ouvrir de nouveaux champs. Et je pense que c'est ça qui est important à dire aussi en guise de conclusion. Ça sert la qualité, en fait. Ça sert la qualité de la production littéraire, ouais, clairement. D'ailleurs, dans le roman, j'ai trouvé passionnant l'évolution du personnage de Naïla, qui au début n'est pas spécialement militante pour qu'on parle plus de la Martinique et qu'on connaisse plus son histoire, etc. C'est au contact d'une autre jeune femme militante, elle aussi, qu'elle va ouvrir les yeux, et aussi de petits événements magiques. Ça, faudra lire le roman pour le voir. J'ai beaucoup aimé le fait que son engagement et son militantisme soient progressifs tout au long du roman, et que au final, sa colère, elle sort pas de nulle part. C'est des siècles de discrimination, d'exploitation, de traumatisme, mais qu'elle n'avait jamais vraiment, auquel elle n'avait jamais vraiment fait face. Et ça, je trouve que c'est une question qui, de toute façon, devrait concerner toutes et tous. D'ailleurs, dans ce roman, ce que j'ai trouvé formidable, en plus de plein d'autres choses, c'est que on suit 4 jeunes femmes d'époques différentes, de continents différents, qui se retrouvent au même endroit pour des raisons radicalement différentes et qui se sentent sœurs. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin, je pense que c'est voulu, c'est vraiment le grand message. Les gens qui critiquent que la représentation nouvelle universalité, il faut qu'ils lisent ce texte, parce que c'est tout l'inverse, en fait. C'est en faisant je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est en faisant l'expérience de l'altérité qu'on comprend que tout est universel, en fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, c'était super. Et la prise de conscience de Naïla tout au long du roman, c'est la prise de conscience du lecteur, au final, qui, peu importe son origine, son histoire, sa culture, va forcément se retrouver dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. C'est très bien exécuté, en tout cas. Merci beaucoup. Et je suis très heureuse de ce retour-là. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le livre est sorti début septembre et j'ai fait plusieurs rencontres avec le public, que ce soit à Paris, en Martinique, en Guadeloupe, et aussi en ligne, parce que j'ai beaucoup de retours de lecteurs, des gens qui m'envoient des messages sur Instagram, des mails, etc. Et ce que je trouve absolument fascinant et magnifique, c'est que les lecteurs sont vraiment viennent vraiment de tous les horizons. Enfin, il y a effectivement beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes, des personnes noires, des personnes blanches, des personnes antillaises, européennes, africaines ou asiatiques. Enfin, c'est vraiment très, très large, des gens de tous les âges, de tous les backgrounds socioculturels, en termes aussi de niveau d'études, et ça c'est important pour moi parce que c'est un roman qui se voulait faire de la vulgarisation de l'histoire, rendre cette histoire accessible à un plus grand nombre, en la mettant sous la forme d'un récit. Et au final, on se rend compte que, j'ai vraiment écrit le roman dans cette idée-là qui soit très authentique pour des personnes qui viennent d'un contexte caribéen, qui soit effectivement très authentique, puisque je suis moi-même issue de ce contexte-là, mais qu'en même temps, il puisse parler à tout un chacun. Donc, il parle de manière radicale depuis la Caraïbe, mais sans se restreindre à la Caraïbe. Il parle vraiment au monde. Et finalement, tous les lecteurs viennent avec leur propre grille de lecture, selon d'où ils viennent, d'où ils sont situés. Et chacun y tire quelque chose. Certains seront plus sensibles à la question féministe, à la question de la sororité. D'autres vont être plus sensibles aux propos écologiques. D'autres vont être plus sensibles à la façon dont les identités caribéennes sont montrées, ce qui n'est pas courant dans la littérature. Je crois qu'à ma connaissance, c'est le premier roman français
dans les genres young adultes et fantastiques qui se passent dans un contexte caribéen français et plus largement qui se passe dans un des outre-mer français. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est une belle illustration de ce que peut être vraiment l'universalité, une vraie universalité, en fait. Je voulais juste ajouter, avant qu'on soit coupé, que ceux qui veulent en discuter avec toi, Isis, peuvent te rencontrer au Salon du Livre en signature, samedi 3 décembre de 16h à 18h. Parce que, comme tu nous viens de loin, c'est important quand tu fais des passages de bien le préciser. Et je vais juste vous interrompre pour vous dire que vous avez eu du coup Domi qui, dans les questions, demande: avez-vous une illustration de la première de couverture, enfin, pour montrer l'ouvrage, s'il vous plaît? Moi, je l'ai là, si vous voulez. Ah oui, voilà, parce que moi, voilà. je suis floutée, donc voilà. Merci beaucoup. Et à côté, je vais vous lire Souraya qui dit: une belle découverte très enrichissante. Bravo et merci pour votre courage. La qualité de cet échange instructif est exceptionnelle. Et association, du coup, signée association Le Livre en partage de Nîmes. En partage Nîmes. Merci Souraya. Merci Voilà. beaucoup. J'ai mis les liens, moi, si besoin, dans la discussion pour les livres. D'accord. Je sais pas si on les voit. Alors, je pense Ah que non, vous... Oui. j'ai pas dû les mettre au bon endroit. Alors, je vais les envoyer à tout le monde. Oui. Hop, je m'en charge tout de suite. Si vous voulez conclure, comme ça, on va pouvoir, après, le temps que j'envoie les liens, je vous laisse conclure. Ça vous va? Mais merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour tout. Et du coup, à la semaine prochaine au Salon du Livre. Merci à vous. Oui. Jeanne, tu veux conclure ou pas? Oui, en fait, je voulais lire un petit passage du livre, si ça vous va, qui, je trouve, finit bien la discussion. Il est fini le temps où nous acceptions d'être gavés jusqu'à la nausée de récits qui ne sont pas les nôtres, de récits qui silencient les nôtres. Il est fini le temps où nous courbions l'échine dans l'ombre glorifiée des héros de notre propre asservissement. Ceux qui ont violé, exterminé et exploité nos ancêtres et notre terre, autant de crimes dont nous portons les cicatrices dans notre chair, autant de crimes dont nous affrontons chaque jour les conséquences bien actuelles. Voici venu le temps de la dignité. Désormais, c'est à la première personne que nous raconterons nos histoires, celles du passé et celles du futur. Merci. Parfait. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous Merci toutes. beaucoup. Mille merci pour votre intervention. Mille merci pour cette discussion très enrichissante, très prenante aussi, je trouve. Et du coup, le lien que vous avez mis est normalement accessible à tout le monde en discussion, si les spectateurs veulent aller le chercher. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée et une fois de plus, à la semaine prochaine au salon. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Merci revoir. beaucoup. Au revoir.